Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le TP, le premier TP. Et moi, pour ceux qui m'ont pas encore vu, si vous n'avez pas fait les confs ou autres, je suis Jules, je suis interne d'ortho sur Paris. C'est moi qui vous fais les deux confs et les deux TP. Donc, le but de l'entièreté de ces confs et de ces TP, c'est de pouvoir couvrir l'ensemble du programme d'orthopédie. Alors, vous allez voir que il y a des choses dans les TP qu'on a déjà un petit peu traité en conf, sur lesquelles j'insiste, parce que je pense que c'est hyper important d'avoir de l'entraînement dessus, parce que c'est ce dont je pense qu'il va tomber. Voilà. Vous allez voir par exemple fracture du radius, on l'a déjà un petit peu traité en conf, on va le revoir ici. Euh, on revoit avec parfois un petit peu plus de cours. Voilà. Bon, le but de ces TP, c'est d'avoir des QI et des zones impointées, qu'on fasse ces petits entraînements tous ensemble. Et si vous avez des questions, bien évidemment, donc là c'est la conf en ligne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous ai mis mon mail au début, que ce soit les questions d'orthopédie ou des questions juste sur la conf. N'hésitez pas. On va commencer directement du coup avec cette première conf. Donc là, bon, je vous conseille, moi, alors sachez que si vous faites que les TP, vous allez déjà avoir une bonne partie du programme. Je vous conseille de faire vraiment tous les confs et les TP, parce que là, ça va vraiment vous permettre d'être quasi exhaustif sur le programme. En tout cas, ça vous permet d'être exhaustif sur ce qui, je pense, va tomber et peut tomber. J'ai traité 90% du programme. On a un item que j'ai pas beaucoup traité, c'est tumeur osseuse, parce que je pense que si ça tombe, ce sera plutôt des oncos qui vont le faire et pas des orthos. Voilà, c'est à peu près tout. Donc, on peut maintenant commencer directement. Hop, je mets tout mon affichage correctement. Voilà. Alors, c'est parti. Euh, L'objectif en gros de mes TP, c'est une QI, une diapo de cours. Parfois, il y a 3 QI qui s'enchaînent, 3 diapos de cours ensuite, pour que vous ayez tout ce qu'il faut. Alors, on commence d'emblée avec cette question. Selon la classification de Salter et Harris, qu'est-ce que vous pouvez dire? Une fracture Salter 1 n'entraîne que très peu de risque d'épiphysiodèse. Une fracture Salter 3 passe par le cartilage de croissance et l'épiphyse. Une fracture Salter 4 passe par le cartilage de croissance et la métaphyse. Une fracture Salter 5 entraîne systématiquement une épiphysiodèse. Une fracture Salter 5 ne passe que par le cartilage de croissance. Je vous laisse, comme d'habitude, un petit peu de temps pour pouvoir répondre et me dire ce que vous en pensez. Alors, on passe à la correction. Une fracture Salter 1 n'entraîne que très peu de risque d'épiphyseudèse. Oui, on va revoir juste après sur la diapo de cours pourquoi. Une fracture Salter 3 passe par le cartilage de croissance et l'épiphyse. Oui. Une fracture Salter 3 passe par le cartilage de croissance et la métaphyse. De fait, non. Une fracture Salter 5 entraîne systématiquement une épiphyseudèse. Oui. Une fracture Salter 5 passe que par le cartilage de croissance. Non, ça c'est la définition de la Salter 1. Alors, voilà une grosse image de la classification de Salter et Harris pour les fractures de l'enfant. C'est le truc le plus important que vous devez retenir sur les fractures de l'enfant, c'est cette classification. Donc on va détailler un petit peu cette diapo. La fracture Salter 1, c'est un trait de fracture qui passe comme ceci, qui en général, et même en fait toujours, n'est pas visible à la radio. C'est-à-dire que quand vous regardez la radio, vous ne pouvez pas dire qu'il existe une fracture. Ça va être en mettant la clinique associée, une douleur très importante, une notion de chute, de traumatisme, que vous allez pouvoir dire qu'il y a probablement une fracture Salter 1 au niveau de la radio. Et donc, vous allez très facilement aller à l'immobilisation chez l'enfant, parce que un enfant, contrairement à un adulte, ne s'enraidit pas. Ça, alors, si vous immobilisez son coude pendant 2 ans, peut-être qu'il va finir par s'enraidir. Mais concrètement, vous risquez pas grand-chose. Par contre, si sur une Salter 1, vous ne la traitez pas, vous entraînez un risque très faible, certes, mais possible d'épiphysiodèse. Ok?
Quand vous avez un doute, un enfant qui vient d'avoir un traumatisme, où il est tombé, je sais pas, il a sauté sur son lit, il a décidé de tomber sur ses genoux, il a une douleur très importante au niveau du genou, il n'y a pas de signe en faveur d'autre chose. À la radio, vous voyez rien, la radio est presque normale, mais vous voyez un petit peu d'œdème quand même autour. Suspectez une fracture Salter 1 et immobilisez l'enfant pendant X temps. Vous n'avez pas à les connaître pour les différentes fractures parce que on vous en voudra jamais d'avoir immobilisé dans un doute sur une fracture Salter 1, alors que par contre, ne pas immobiliser et que le patient se retrouve en épiphysiodèse, vous êtes bien baisé. L'épiphysiodèse, c'est quoi? Juste pour ceux donc, qui ont un petit oubli comme ça. L'épiphysiodèse, c'est la fusion du cartilage de croissance. Si votre cartilage de croissance fusionne, vous ne grandissez plus. Donc, c'est là où vous vous retrouvez avec des anomalies de longueur du membre. Un enfant boiteux comme ça, là, qui va marcher un petit. Je fais très bien l'enfant boiteux. Là, je peux pas vous montrer parce qu'on ne voit pas entier. Mais du coup, c'est chiant hein, d'avoir son gosse qui boite parce que vous êtes tombé sur un orthopédiste qui n'a pas osé immobiliser l'enfant. Donc ça, c'est pour les Salter 1. Pour les fractures Salter et Harris 2, on a une fracture dont le trait de fracture passe par, passe par le cartilage de croissance et ressort dans la métaphyse, comme ceci. J'essaie de vous dessiner. Clac, voilà, attendez, je vais vous faire un plus beau dessin. Donc la fracture passe dans le cartilage de croissance, crac, ressort par la métaphyse. Donc ça, c'est une fracture qui est plus à risque que la Salter 1 d'épiphysiodèse, mais elle ne touche pas, hop, l'épiphyse, d'accord? En ne touchant pas l'épiphyse, le risque d'épiphysiodèse reste modéré, mais il est présent. Ce sont des fractures qui nécessitent aussi un traitement en général orthopédique en fonction de leur déplacement, mais en tout cas, là, vous la voyez à la radio. Il n'y a pas de doute quand vous voyez ça. La Salter 3, c'est une fracture qui passe par la physe, le cartilage de croissance, et par l'épiphyse. Là, vous commencez à avoir un risque important de pseudarthrose. À ce moment-là, pareil, vous allez avoir besoin, si c'est très peu déplacé, d'une immobilisation, parfois d'un traitement chirurgical. Le risque d'épiphysiodèse est augmenté. Pour l'altéralis 4, on a une fracture qui passe par la métaphyse, qui traverse le cartilage de croissance de manière perpendiculaire et qui passe ensuite par l'épiphyse. On est sur un risque très important d'épiphysiodèse parce que là, on va, si vous voulez, en fait, c'est très facile à comprendre, ça va consolider vers cet endroit-là, consolider par ici, bah donc ça va très souvent consolider par là si la fracture n'est pas réduite de manière anatomique. Et la Salter 5, c'est des fractures en compression. Donc l'enfant saute de très haut, tombe sur les pieds par exemple, se fait une compression au niveau de la cheville, la physe, donc le cartilage de croissance, s'écrase complètement entre la métaphyse et l'épiphyse, ce qui entraîne systématiquement une épiphysiodèse, une fusion du cartilage de croissance. Là, il n'y a rien à faire là-dessus. Vous pouvez essayer de retendre, ça ne changera rien. L'épiphysiodèse est systématique et c'est chiant. On est bien d'accord. Bonjour l'enfant boiteux. Passons tout de suite à la question 2. Quelles sont les étiologies du syndrome de canal carpien parmi les suivants? Est-ce que le calvitieux d'une fracture de l'extrémité inférieure du radius est une cause du syndrome du canal carpien? Est-ce que la grossesse est une cause du syndrome du canal carpien? Est-ce que l'hyperthyroïdie est une cause? Est-ce que l'éthylisme chronique est une cause? Est-ce que les professions à mouvement répété sont une cause? Je vous laisse réfléchir un petit peu. Tac, tac, tac. Alors, le calvitieux d'une fracture extrémité inférieure du radius, oui, c'est une cause. La grossesse, c'en est une. L'hyperthyroïdie, non. C'est l'hypothyroïdie qui est une cause de canal carpien. L'éthylisme chronique, non. Il n'est pas décrit comme étant parmi les étiologies de syndrome du canal carpien. C'est plutôt le tabagisme. Les professions à mouvement répété, oui, bien sûr, c'est le principal. Alors, on va juste détailler tout ça. Le calvitieux d'une fracture extrémité inférieure du radius, oui, pourquoi? En consolidant un calvitieux, c'est une consolidation dans la mauvaise position.
Une consolidation à la mauvaise position peut entraîner un appui contre le canal carpien, ça paraît logique. Cochez-le, évidemment. La grossesse, oui. Pourquoi? Pendant la grossesse, on a des changements de poids assez rapides, on se gonfle un petit peu d'eau, ok? C'est comme ça, on peut avoir des œdèmes. Pensez œdème. En fait, tout ce qui peut causer des œdèmes chroniques peut entraîner des syndromes du canal carpien. Donc la grossesse entraîne des œdèmes, on a des canaux carpiens. L'hyperthyroïdie, en l'occurrence, n'entraîne pas d'œdème, on maigrit en général pour l'hyperthyroïdie. Par contre, l'hypothyroïdie, on grossit, on gonfle, c'est un muscle carpien. L'éthylisme chronique, non. Les professions à mouvement répété, c'est l'une des principales causes. Les carreleurs, les choses comme ça, qui tapent, les orthopédistes qui tapent avec leur marteau, avec les chirurgiens, tout ça, peuvent avoir des syndromes du carpien. Petit rappel, il s'agit d'une compression du nerf médian au niveau du canal carpien. On a une symptomatologie.